Je suis Thibaut Enoch et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction de LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. Bonjour à tous et bienvenue dans Bourbon Hebdo. Au programme, une semaine agitée avec le dossier des retraites et une menace de censure des députés socialistes sur François Bayrou et puis un spectaculaire retournement de situation. Pendant l'examen de la loi sur l'énergie, un moratoire sur l'éolien et le solaire voté. L'histoire aussi du projet de loi simplification, pas simple à comprendre puisque les macronistes ont voté contre leur propre texte. Enfin, une convocation, celle adressée par Yael Braun-Pivet au président de groupe pour préparer une élection à haut risque. Le nouveau bureau de l'Assemblée. Pour dérouler ce riche fil de la semaine à l'Assemblée, j'accueille Elsa Mondagava et Stéphanie Despierres. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter en un mot. Alors, je présente les émissions autour des questions au gouvernement, avant et après, où intervient avec toutes ces informations Stéphanie Despierres. Stéphanie. Et je suis donc reporter politique et parlementaire ici à l'Assemblée pour LCP. Allez, on commence par le dossier des retraites et ce qu'on appelle en langage courant un coup de pression. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons que vous teniez l'engagement que vous aviez pris, qu'il y ait un accord global et qu'il n'y ait pas des partenaires sociaux, que le dernier mot revienne au Parlement. Si vous ne le faisiez pas, Monsieur le Premier ministre, vous vous exposeriez, vous vous en doutez, à la censure. Voilà, une mise en garde exprimée mardi lors des questions au gouvernement. Elsa, pour qu'on comprenne, explique-nous déjà le contexte. Il y a d'un côté le conclave sur les retraites qui se poursuit, de l'autre, une vieille promesse du Premier ministre. Exactement. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce conclave sur les retraites, il a été mis en place par François Bayrou en janvier dans le cadre des discussions avec les socialistes pour s'accorder sur une non-censure. Il y avait tout un tas de promesses sur le budget. Il y avait aussi la promesse de rediscuter de la réforme des retraites par le biais d'une rencontre entre les syndicats. François Bayrou, à ce moment-là, en janvier, dit plusieurs choses et il ne dit pas toujours la même chose. C'est pour ça que déjà, à la base, sur la promesse initiale, il y a deux versions qui s'affrontent. Dans l'hémicycle, il dit « si accord », texte de loi, si avancé, texte de loi, si pas d'accord, on en reste à la réforme Borne. Sauf que le lendemain, sous la pression des socialistes, dans un document que les socialistes ont réenvoyé à la presse avec entouré en rouge une fameuse phrase où il dit « en tout état de cause, le Parlement aura le dernier mot ». Donc ce que les socialistes ont compris, c'est que peu importe ce qui se passe pour le conclave, ça c'est la démocratie sociale, il y aura un texte, une réflexion au Parlement. Et donc là, on voit qu'on est dans le money time, comme on appelle ça, du conclave, c'est-à-dire qu'on est dans les dernières choses. Les socialistes disent de toute façon, nous, peu importe le résultat, l'engagement de François Bayrou, c'était qu'on puisse en rediscuter au Parlement. C'est ça. Sauf que ça, côté Premier ministre, c'est beaucoup moins clair. Et du coup, Stéphanie, si on entend le patron des députés PS s'exprimer ainsi, c'est qu'il a des craintes. Et lesquelles ? Alors, il a des craintes sur les engagements de François Bayrou, mais il avait des craintes aussi mardi matin. Je vous rappelle, c'était la dernière journée normalement du conclave, sur le fait qu'il y ait un accord. Et on sentait vraiment qu'on se dirigeait vers un échec d'un accord. Et le PS, toute sa stratégie était d'essayer de remettre sur la table de l'Assemblée le débat sur les retraites. Et s'il n'y avait pas d'accord, il y avait ce risque qu'il n'y ait pas de débat. Donc les socialistes ont vraiment voulu s'en assurer. Alors finalement, le conclave a une journée, une ultime chance lundi prochain. Mais c'est pour ça aussi que les socialistes ont fait monter la pression. Ce qui peut aussi être compliqué pour les socialistes, c'est s'il y a un accord partiel, c'est-à-dire que s'il y a quelques avancées, maintenant que le patronat est resté sur les 64 ans, que les syndicats qui sont autour de la table ont dit « OK, on ne touche pas aux 64 ans », s'il y a des avancées, mais avec cette borne des 64 ans, le PS ça va être très compliqué pour eux d'acter le fait qu'on reste à 64 ans, et en même temps ce sera compliqué d'aller pour eux contre les syndicats s'il y a un accord avec quelques avancées sur les femmes, sur la pénibilité. Donc le PS, sentant que ça devenait compliqué pour lui, a remis un gros coup de pression sur le Premier ministre. Alors Elsa, sur ce gros coup de pression, qu'est-ce qu'on répond dans le socle commun ? On essaye de rassurer sur les intentions du Premier ministre, on ne sait pas vraiment ce qu'il a en tête sur ce texte ou non devant le Parlement. Alors, ce qu'on entendait chez les députés, les démocrates, donc vraiment ceux qui sont censés soutenir le Premier ministre, on parle pourquoi pas d'un débat 50-1. Donc en langage commun, c'est quand le Premier ministre fait une déclaration à l'Assemblée, qu'ensuite tous les groupes peuvent s'exprimer dessus. Il n'y a pas forcément de vote à la fin. Ça veut dire qu'il n'engage à rien en langage commun. Exactement, mais voilà, ça permet quand même d'avoir l'occasion. Voilà. Donc on avait le sentiment que ça pouvait être une porte de sortie. Chez Ensemble pour la République, qui sont des soutiens beaucoup plus modérés, on va dire, du Premier ministre, ce qu'on explique, c'est qu'en fait, ce conclave, c'est un jeu de dupes dès le début. Qu'en gros, François Bayrou, quand il fait ça, c'est juste pour s'assurer de ne pas être censuré, de s'acheter du temps. Et qu'en fait,
Oui, aujourd'hui, effectivement, on regarde la parole donnée, etc. Mais il y en a beaucoup qui disent que les socialistes savaient dès le début qu'on n'allait pas revenir sur les 64 ans, que ce n'était pas possible. Ils ont accepté ce jeu de dupes avec François Bayrou et maintenant ils se retrouvent un peu coincés. Mais nous, on regarde ça d'un œil un peu plus distant. Pour aller même encore au-delà, on n'est pas forcément désagréablement surpris que François Bayrou soit dans soit dans une difficulté aujourd'hui. Il commence à avoir très peu de soutien, le Premier ministre. Donc se dire qu'il pourrait éventuellement disparaître, tomber avant le budget, ça ne déclenche pas une vague d'émotion particulière chez les députés Ensemble pour la République. Stéphanie, revenons sur la gauchette stratégie de menace de censure. Elle a été discutée mardi lors de la réunion de groupe socialiste. Tu sais comment ça s'est passé ? Il y a eu une unanimité, des dissidences ? Alors en tout cas, il y a eu la discussion pour mettre la pression sur François Bayrou et justement ressortir ce courrier, demander des clarifications l'après-midi aux questions gouvernement, ce que François Bayrou a fait mais sans satisfaire le PS qui a encore brandi la censure. Donc il y a toujours des débats sur cette censure. On avait vu les jours précédents François Hollande dans les médias dire qu'il ne fallait pas censurer, qu'il fallait de la stabilité dans le pays. Donc le débat continue, mais là on sent qu'il y a une volonté quand même de censurer en se disant que c'est peut-être moins grave de censurer que sur le budget à l'automne, où en effet, on a vu l'année dernière qu'une censure pendant le budget, c'était quand même extrêmement compliqué dans le pays. Les socialistes, tous les maires, tous les chefs d'entreprise sont venus les voir cet hiver en leur disant franchement la censure, ça a été très compliqué, ça a eu des vraies conséquences sur l'activité du pays et sur l'activité économique. Donc il y a quand même encore ce vrai débat de fond et certains se disent si on censure maintenant, ils sentent bien aussi que François Bayrou n'a jamais eu un soutien débordant de PR d'Ensemble pour la République, mais que là c'est de pire en pire, que dans plein de groupes, on sent aussi que François Bayrou, on estime en tout cas, il ne fait rien ou pas assez, qu'il n'est juste sur une assurance vie, qu'il essaie juste de durer. Donc certains se disent qu'il faut censurer maintenant. Après, la vraie question, c'est ce que fera le RN. Pour l'instant, le RN dit on ne censure pas sur les retraites. Le vrai rendez-vous, c'est le budget, mais on sait que le RN peut parfois changer d'avis assez rapidement. Alors justement, cette menace de censure, elle est claire, mais ce qu'il est moins, c'est son calendrier. Elsa, avant la coupure estivale ou à la rentrée ? Alors moi, d'après ce qu'on comprend dans les discussions avec les socialistes, c'est plutôt avant la coupure estivale. Bon, on parlait même potentiellement de la semaine prochaine, puisque la fin du conclave, c'est lundi. Boris Vallaud a demandé au micro face caméra, a dit s'il n'y a pas de projet de loi sur les retraites avant le 11 juillet, donc avant la fin de la session, on censurera. Et comme Stéphanie disait, les socialistes, ils peuvent apparaître divisés parfois sur la question de est-ce qu'on suit la CFDT s'il y a un accord, est-ce qu'on accepte de ne pas discuter 64 ans, mais là où ils se rejoignent tous, c'est sur le côté, s'il y a une trahison de la parole donnée, il faut absolument qu'on censure. Moi, il y a un socialiste qui me résumait assez, en langage, s'ils se foutent de notre gueule, on va censurer. Et ça, c'est un sentiment qui est très largement partagé au sein du groupe. Donc, je pense que là-dessus, s'il y a un sentiment qu'il y a un décalage entre ce que François Bayrou leur avait promis et la réalité, ils censureront. Ensuite, c'est ce que Stéphanie disait très justement, ça donne la clé au Rassemblement national, puisqu'on le rappelle, pour qu'une censure passe à l'Assemblée, il faut les voix de la gauche plus les voix du Rassemblement national. Moi, j'ai croisé hier un conseiller influent du groupe Rassemblement national qui me disait, en fait, merci aux socialistes, puisqu'en disant qu'eux vont censurer, ils nous redonnent la clé. C'est-à-dire que le RN va retrouver sa position qu'elle avait sous Michel Barnier. Du gouvernement Barnier. C'est le RN qui décidera, comme on l'a beaucoup dit avec la métaphore du gladiateur, de baisser le pouce. Et donc, ça redonne un rôle central au RN. Et ça, au RN, on s'en réjouit. Allez, on verra ce qui se passe la semaine prochaine avec l'ultime réunion du conclave. Ce sera le 23 juin. On en vient à notre deuxième thème, ce moratoire sur l'éolien et le solaire voté dans l'hémicycle jeudi qui fait hurler le gouvernement. Votant 131, exprimé 127, majorité 64 pour 65 contre 62. L'Assemblée a adopté. Monsieur le Président, nous venons de voter un moratoire sur les énergies renouvelables qui est une catastrophe économique et industrielle. On vient d'entendre Antoine Armand, le rapporteur de cette proposition de loi. Elsa, ça s'est joué jeudi dans l'hémicycle. Tu peux nous décrypter ce vote qui fait déjà couler beaucoup d'encre? Alors déjà, il faut revenir un tout petit peu sur le texte qui est déjà un petit peu particulier. C'est en fait, on réfléchit à l'énergie, comment la France doit produire son électricité, quelle doit être la part du nucléaire, etc. Mais il y a quelque chose d'un peu baroque, c'est qu'on sait que le gouvernement va prendre un décret pour définir cette programmation de l'énergie.
mais a décidé quand même, sous la pression du Rassemblement national, de reprendre un texte du Sénat pour dire, voilà, discutez-en à l'Assemblée et en fonction de ce que vous choisissez, on gardera certaines orientations. Le résultat n'est pas du tout ce qu'il escomptait. Voilà. Alors déjà, c'est un peu baroque dans la méthode, sauf que là, on a vu hier une alliance entre la droite et le Rassemblement national pour voter un amendement qui dit, à compter de cette loi-là, stop, on fait un moratoire, plus d'éoliennes, plus de photovoltaïque, on arrête avec les énergies renouvelables. Ce qui n'est pas du tout la position du gouvernement, le gouvernement est dans un mix énergétique avec relance du nucléaire, mais en parallèle, en même temps macroniste, on continue à investir sur le renouvelable. Il y avait beaucoup de députés présents du Rassemblement national, beaucoup de la droite. Ça a fait énormément jaser. Il y a eu un problème de mobilisation chez les macronistes alors. Alors, surmobilisation de la droite et du RN et démobilisation complète des macronistes, puisqu'ils sont 20, ils sont 20 sur 93. C'est ça, ils sont 20 sur 93. Au Modem, ils sont 8 sur 36. Horizon, ils sont 4 sur 34. Donc le bloc central, en fait, il n'y a pas grand monde. Et puis on a aussi entendu la gauche qui, ce matin, hurle. Et en fait, la gauche, par exemple, les écologistes, ils sont 8 sur 38. Alors, on nous explique que c'était le lendemain du 18 juin et que souvent, le 18 juin, les députés sont en circonscription puisqu'il y a des commémorations. On nous explique aussi, il y a un truc un peu mécanique, c'est qu'il y avait un temps législatif programmé et que dans ces cas-là, en fait, c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'on va voter, etc. Oui, contrairement à ce que son nom indique, en fait, c'est presque plus difficile pour les députés de savoir à quel moment on va parler de tel sujet et de tel amendement. Et ensuite, il y a un petit peu la raison qu'on évoquait au début, c'est que ce texte de loi, on sait bien qu'en fait, quand il va aboutir, le gouvernement aura déjà pris ses décisions. Donc quand le gouvernement dit aux députés, discutez de quelque chose, mais de toute façon, la solution sera prise par décret après, c'est aussi difficile de mobiliser. Donc conjonction de tout ça, et surtout, Ensemble pour la République, on répond un peu moins à la question de la mobilisation, on tacle la droite très fortement. Alors oui, justement. En disant en langage très fleuri que... la droite est toujours là pour voter contre le gouvernement. Effectivement, Stéphanie, ce sont des députés de la droite républicaine qui sont censés appartenir au socle commun qui était à la manœuvre. L'auteur de l'amendement venait de leur rang, mais c'est l'addition des voix du RN qui a fait la balance. Est-ce qu'on assume à droite? On se réjouit de ce qui s'est passé? En tout cas, clairement, le groupe hier soir a envoyé un communiqué de presse pour féliciter Jérôme Nury, donc le député LR qui avait déposé l'amendement pour le moratoire de son adoption. Laurent Wauquiez a souvent dit, qui est le président du groupe ici à l'Assemblée nationale, que la seule différence avec le Rassemblement national, c'était sur l'économie. Le communiqué d'hier soir dit ce vote marque un tournant, celui de la transparence et du bon sens. Donc il n'y a pas du tout, semble-t-il, de gêne à la tête du groupe. Après, il y a peut-être quelques députés, notamment ceux qui défendent l'écologie, que ça doit gêner un peu. Et le RN dit toujours que d'où que viennent les amendements, si c'est dans le sens de leurs propositions, ils les voteront et c'est ce qui s'est passé hier. Après, ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est pas la première fois qu'un amendement LR vient semer la zizanie. On en parlera après, mais sur le projet de loi simplification, l'amendement ZFE, il vient du RN et des LR. C'est un peu la même configuration. C'est un peu la même configuration. Et ces derniers mois, il y a eu plein de textes où le gouvernement est en difficulté parce que c'est des amendements LR qui sont votés. En effet, pas juste avec les voix des LR, parce que ça ne suffit pas, mais souvent avec le renfort du Rassemblement national. Oui, alors avant de parler de cet autre vote à front renversé sur la simplification, on va y venir. Elsa, un dernier mot, c'est un nouveau revers pour les macronistes. Comment est-ce qu'ils l'analysent et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés encore de voter contre leur propre texte? Alors déjà, parce qu'on rappelle aux auditeurs, si ça a échappé à des gens, la droite est censée être partenaire, c'est-à-dire qu'ils sont dans le gouvernement. Donc avoir des votes comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a un qui dit il faut plus aucune éolienne. Enfin, la question de l'énergie, c'est quand même une question qui est importante, c'est très technique, mais ça nous engage sur les prochaines années. Donc c'est vraiment, chez EPR, on est très, très, très en colère contre la droite. On parle de honte de ce qu'a fait la droite républicaine. Je pense qu'il y en a qui vont encore pousser en disant ce n'est plus possible d'être dans le même gouvernement. On ne partage plus du tout la même chose. On le sait qu'en plus, Emmanuel Macron avait remis un petit coup de pression sur l'écologie en disant attention, il ne faut pas qu'il y ait des renoncements dans tous les sens. C'est un peu ce qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée. Donc on est assez, on est très en colère. En revanche, moi, c'est ce que je leur ai dit, et pour l'instant, ils ne répondent pas tellement. Je leur dis, mais pourquoi vous êtes 20 à ce moment-là dans l'hémicycle? À 20, c'est sûr que c'est compliqué de gagner des votes. Parce que sur ce genre de vote, si on prend le bloc central, s'ils sont là, et la gauche, l'amendement sur le moratoire ne passe pas. C'est mathématique. Allez, on en vient à notre troisième thème, à la fois simple et complexe, l'histoire du projet de loi simplification et d'un vote très serré. Voici les résultats du scrutin. Pour 275, contre 252. L'Assemblée nationale a adopté.
On vient d'entendre le résultat de ce vote survenu mardi. Le texte est donc adopté, mais rarement on a vu autant d'incertitudes autour d'un scrutin. Stéphanie, personne n'était capable de dire ce qui allait se passer. Non, personne n'était capable, quelques minutes avant, de dire ce qui allait se passer. Quand on demandait, par exemple, à des députés Ensemble pour la République, certains nous disaient oui, le texte va passer. Non, il va pas passer puisqu'on vote contre. Et en fait, il y a eu on l'a vu, une vingtaine de voix d'écart. Et le truc le plus baroque, c'est que EPR, du coup, a été obligé de voter contre un texte qu'il défendait. C'était un projet de loi. C'est assez rare en ce moment, les projets de loi. Alors, c'est un ancien projet de loi. Il avait été présenté par le gouvernement de Gabriel Attal. Gabriel Attal, qui, je vous le rappelle, est désormais président du groupe EPR. C'est Bruno Le Maire qui le soutenait à l'époque. Ça semble très loin. Ça semble très très loin, mais c'est donc Gabriel Attal qui maintenant est président du groupe EPR à l'Assemblée, qui finalement a décidé de voter contre, parce que le texte, disaient les macronistes, ne va plus du tout dans le sens d'une simplification, et parce que le texte, vous le savez, a supprimé les fameuses ZFE. En plus, les députés Ensemble pour la République avaient eu ce petit rappel à l'ordre dont parlait Elsa il y a quelques minutes du président de la République, leur enjoignant de ne pas tout défaire ce qu'ils avaient fait en matière d'écologie depuis 2017. Elsa, Stéphanie vient de le dire, le groupe Ensemble pour la République, il voulait voir ce texte rejeté. Tu peux nous expliquer et nous raconter cette bataille qui s'est jouée en coulisses au sein du groupe? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, alors déjà le texte simplification, c'était vraiment le texte maudit, c'est-à-dire qu'il a été découpé en 3 examens, je crois. Plus personne ne voulait le porter politiquement au sein du gouvernement. Les députés s'en désintéressaient. C'était parti sur 14 articles pour simplifier. Je crois que ça a fini sur 80 dans tous les sens. Les zones à faible émission, théoriquement, n'avaient rien à faire dans ce texte-là. Il y a d'ailleurs après une question constitutionnelle de savoir est-ce qu'on peut les supprimer dans un tel texte. Donc on s'est retrouvé à la fin de l'examen du texte avec un cas de conscience pour les députés macronistes. Est-ce qu'on vote pour le texte, qui est un projet de loi du gouvernement, il y en a très peu, ou est-ce qu'on vote contre? Et en fait, on a considéré que déjà, ça ne simplifiait plus du tout la vie des entreprises, qu'en plus, il y avait cette mesure de suppression très stricte des ZFE et que ça allait trop loin dans ce qu'ils souhaitaient faire. Donc la décision a été prise de voter contre. Cette décision, elle a été prise dimanche soir. Il y a eu quelques voix qui sont élevées en disant que c'était quand même compliqué de voter contre un texte, etc. Mais on nous assurait que cette décision, elle allait être suivie au sein du groupe. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, il y a quand même 14 députés qui se sont abstenus, je crois. 8 députés, il me semble, qui ont voté contre. Oui. Et ça a fait que le vote... Ça a été le point de bascule. C'était le point de bascule. Donc ça veut dire que Gabriel Attal, il n'a pas été suivi dans son groupe, ce qui en dit quand même long sur le fait d'avoir du mal à tenir quand même son groupe. Ça veut dire aussi qu'Emmanuel Macron, il a beau mettre la pression sur les députés en disant faut pas tout détricoter. Il y en a certains qui disent maintenant en fait peu importe ce qu'ils nous racontent. Et ça, par exemple, le même conseiller RN que j'ai croisé hier disait voilà ça en dit long quand même sur l'état du groupe. Les députés MoDem qui soutiennent François Bayrou ont, eux, voté pour un texte. Donc, c'est-à-dire que ceux qui soutiennent Bayrou votent pour, ceux qui soutiennent Macron votent contre. Enfin, ça dit quand même qu'au sein du bloc central, rien n'est tenu. C'est quand même un gros bazar. Ce que ça dit ensuite aussi, c'est que tout va se jouer lors de la commission mixte paritaire. Puisqu'on sait qu'il y a des choses qui vont évoluer lors de cette commission mixte paritaire. Attention, et nous on le rappelle assez souvent à LCP, c'est pas parce qu'il y a un vote en première lecture à l'Assemblée que les choses sont gravées dans le marbre. Il peut y avoir des nouvelles lectures. Les zones de faible émission ne sont pas supprimées pour l'instant dans le droit français, voilà. Disons-le bien. Exactement, il faut toujours le rappeler. Donc cette bataille, elle a encore de plusieurs épisodes. Un mot, Stéphanie, peut-être de cette commission mixte paritaire. Est-ce que certains se risquent à des pronostics ou c'est tout aussi impossible que sur le vote qui vient de se dérouler? Alors c'est un peu compliqué. Les députés Ensemble pour la République et le MoDem notamment espèrent que la commission mixte paritaire reviendra justement sur cette suppression des ZFE. Mais ça voudrait dire que la majorité sénatoriale qui est de droite suit vraiment ce que veut faire tout le bloc central. Et en ce moment, je ne parierai pas sur ce que feront les sénateurs en commission mixte paritaire. On verra ça dans les prochaines semaines. Quand est-ce que ce sera? On a la date? Non, théoriquement, c'est à la rentrée, plutôt en septembre-octobre. On va laisser tout le monde souffler et reposer le soufflet. On en vient à notre dernier thème, le renouvellement à venir à la rentrée du bureau de l'Assemblée. Alors, en apparence, ça n'a rien de passionnant, mais c'est tout le charme du Parlement. Parfois, les choses les plus techniques renferment les meilleures histoires. Elsa, d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on parle? C'est quoi le bureau? Quand et comment aura lieu cette élection? Et puis, quel est l'enjeu? Alors déjà, ça ne concerne pas la présidente de l'Assemblée, qui elle est élue pour 5 ans, enfin
pas pour 5 ans s'il y a une nouvelle dissolution, mais voilà, elle, ça ne la concerne pas. Le bureau, ce sont les vice-présidents, les questeurs, les secrétaires. C'est ceux qui sont élus, c'est l'instance de direction un peu de l'Assemblée, etc. Donc c'est une instance, une organisation très importante ici à l'Assemblée. Il y a 2 façons de désigner un bureau. Soit il y a un système de points qui est réparti en fonction du poids des groupes. Les groupes se mettent autour d'une table et disent « Bon, j'ai 2 points, je prends un poste de vice-président, je prends un poste de questeur, etc. » Et si l'accord au point est trouvé, il n'y a pas de vote. En revanche, s'il n'y a pas d'accord au point, il y a un vote. C'est ce qui s'est passé en 2024. Et ça a été une nuit dantesque parce qu'il y a 3 tours de scrutin pour les questeurs d'un côté, les vice-présidents, puis les secrétaires. Donc ça avait duré, je crois, jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Et en plus, si vous voulez, s'il y a un vote, ça veut dire que tout est ouvert. S'il y a une alliance entre... la gauche, elle pèse quand même beaucoup à l'Assemblée. Le Rassemblement national, c'est un gros groupe, mais personne ne veut voter pour eux. Donc il peut y avoir un bureau qui n'est pas représentatif des forces en présence. C'est le cas en ce moment. Il n'y a pas de représentant du Rassemblement national. Il n'y a pas de représentant du MoDem non plus. Donc ça, Yaël Braun-Pivet veut essayer de corriger ce qui s'est passé l'année dernière. Elle a rencontré les présidents de groupe du Bloc central. Elle va rencontrer les autres et elle va tous les réunir le 2 juillet, les 11 présidents de groupe ensemble. Elle va essayer de proposer une alternative pour qu'il y ait un accord au point. Mais il suffit qu'un groupe ne veuille pas de cet accord au point. Et on ira au vote. Oui, et là, Stéphanie, rendez-vous donc, début octobre pour... Effectivement, les présidents de groupe sont convoqués par la présidente de l'Assemblée le 2 juillet. Ça, c'est assez inhabituel. C'est une opération vraiment de déminage. C'est de déminage. Très clairement, c'est du déminage parce que l'année dernière, on l'a vu, ça a été très long. Et les difficultés sont revenues, en tout cas pour le bloc central et le socle commun, à l'automne aussi, quand on avait reparlé des présidences de commission. Donc tout ça, en fait, est un jeu. Tout est imbriqué, en fait. Les postes au bureau, plus les postes de présidence de commission. L'année dernière, par exemple, il y avait eu un accord entre les Républicains et Ensemble pour la République pour que certains postes du bureau échoient aux Républicains et en échange d'autres choses et inversement. Sauf que parfois, il y a des accords, ils ne sont pas respectés à la dernière minute. Il y avait eu un gros moment de tension, notamment entre les Républicains et Ensemble pour la République, parce que Laurent Wauquiez n'avait pas respecté certains accords. Donc la présidente de l'Assemblée, elle sait que ça peut devenir très compliqué. Elle sait que ce qui normalement n'est qu'une formalité, parce que les points, en fait, on les mettait sur la table, mais c'était assez simple. Quand vous avez une Assemblée avec une forte majorité ou même avec une majorité absolue, vous mettez les points, c'est mathématique, ça fonctionne. Ouais. Là, avec 3 blocs très éclatés, avec des groupes qui n'ont rien en ce moment au bureau et qui voudraient obtenir des postes, tout est ouvert, tout est possible. Donc elle essaye de déminer, mais à mon avis, ça va être très très compliqué d'arriver à déminer avant. Et ce renouvellement du bureau, ce sera en septembre, ce qui nous promet une rentrée agitée. On en reste là pour cette semaine. Merci pour toutes ces infos et ce décryptage, Stéphanie Despierres et Elsa Mondingava. Un mot très rapidement de ce qu'il faut attendre la semaine prochaine à l'Assemblée ? Alors, on attend tout, surtout, puisqu'il peut se passer n'importe quoi à quel moment, mais c'est surtout la motion de censure qu'on va attendre. Ouais, et la sortie du conclave. On en a parlé. Allez, ce sera à suivre. Si jamais le coup près tombe, ce sera à suivre sur LCP. Je vous renvoie vers notre site internet, nos réseaux sociaux pour plus d'infos. Je vous souhaite à tous un bon week-end. À la semaine prochaine. La séance est levée.